Alors, quand je prononce le mot lacanal, que cela évoque-t-il pour vous? Eh bien, le mot lacanal évoque l'enseignement secondaire dont j'ai bénéficié, tout de suite avant la guerre, puisque je suis rentré à Lacanal en 1938, c'était l'immédiat avant-guerre, avant-guerre. Et j'en suis sorti à la fin de la guerre, puisque la paix avait été signée. Le bac, c'était au mois de juin 1945. Avec une interruption au niveau de la 5e que j'ai passée, comme un certain nombre d'ailleurs de nos condisciples parisiens, dans une ville de province où je me trouvais, qui n'est pas loin de Paris, j'étais à Tours, voilà, chez mon oncle maternel, et mes parents m'ont laissé là-bas faire ma 5e au lycée Descartes de Tours. Donc je suis rentré en octobre, puisqu'on entrait au début d'octobre 1938, en 6e à 4. J'étais en possession, si je peux dire, d'un diplôme dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, c'était le certificat d'études primaires, que j'avais passé au groupe Jules Ferry d'Arcueil, avec je disposais d'un très bon maître, M. Pinulet, le directeur était M. Goran, et je suis d'extraction modeste. J'avais passé le concours des bourses nationales que j'ai réussi. C'est ainsi que je suis rentré à Lacanal, sans quoi je n'y serais peut-être pas allé bien. Alors là, en 6e, je suis rentré en 6e à 4, c'est-à-dire que je faisais du latin et pas de grec. 6e à 4, avec un certain nombre de professeurs, jeunes et moins jeunes, avec M. Defay notamment, qui était C1, qui était un homme sympathique, qui avait une autre activité, qui était commissaire des éclaireurs de France. Et avec qui, en dehors du français et du latin, on avait avec lui une activité de loisir. Le samedi après-midi, je crois, on fabriquait un pipeau. Et normalement, on aurait pu apprendre à jouer du pipeau. Moi, je sais que je ne suis pas très bricoleur, je ne l'ai jamais été. Le pipeau n'a jamais été terminé, il faut le dire, et je n'en ai jamais joué. Enfin, j'ai utilisé un certain nombre de petites limes, j'avais fait un certain nombre de choses sur un morceau de bambou, et c'était une activité qui normalement nous avait occupé une partie de l'année pendant ces heures d'éducation générale en quelque sorte. Les professeurs dont je me souviens, c'était en particulier, il y avait de jeunes professeurs comme M. Monavon en mathématiques, et il y avait Baudouin qui s'est illustré un peu plus tard, en 1940, déjà comme résistant, puisque pour le 11 novembre, il était à la tête d'étudiants avec d'autres professeurs sans doute de la région parisienne. Il était à la tête d'une manifestation contre l'occupation allemande à l'Arc de Triomphe. Je me rappelle que M. Baudouin avait une voiture, donc il venait d'un peu plus loin, et Monavon aussi, hein, je crois qu'il avait un coupé. Autrement, avec Baudouin notamment, mais tout à la fin de l'année, il nous avait parlé d'un herbier, on avait fait une étude alors, sur l'une des pelouses du parc. Je me souviens aussi
des cours d'éducation physique, en partie on les faisait évidemment sur le terrain, là où il y a le gymnase. On faisait du football déjà à l'époque, j'imagine. On faisait de la pelote basque pendant les récréations, hein, mais sur les fenêtres dans les cours, et les fenêtres grillagées des salles qui donnaient sur les cours. Et puis en gymnastique, ben, on utilisait quand même un peu le parc pour faire un petit peu de décrassage, un petit peu d'apprentissage pour les courses de fond. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Voilà, voilà, j'ai en quelques mots déjà, vous avez pu décrire quoi vous faisiez pour l'essai la Canal. Alors, comment se passait une semaine type à la Canal? Les cours commençaient le lundi? Les cours commençaient le lundi, se terminaient le samedi, et pas de bonne heure, c'était à midi, c'était même certaines années à midi et demi, hein, ça c'est sûr. En sixième, c'était peut-être à midi à ce moment-là. Ben, on entrait par la porte du haut, hein, c'était là qu'entraient les élèves. La porte du haut qui est face à l'entrée du parc de Sceaux. Non pas d'ailleurs, non pas sur l'allée d'honneur, puisque maintenant je crois que les élèves entrent sur vous êtes peut-être entrés, mais ça c'est plus récent. On entrait vraiment par une entrée qui donnait immédiatement, on accédait immédiatement sur la droite, il y avait la petite chapelle, je ne sais pas si elle existe toujours, puisqu'il y avait un aumônier qui était là. Il y avait aussi le surveillant général, hein, qui était M. Gury, qui avait laissé d'ailleurs un excellent souvenir parmi toutes les générations d'élèves. C'était un homme sympathique, mais un homme quand même assez rigoureux et qui avait l'estime, qui bénéficiait de l'estime générale des élèves. Alors, il y avait les plus jeunes, j'étais parmi les plus jeunes, il y avait aussi, à l'époque, en 1938, il y avait les élèves des classes préparatoires, avec leurs canots, avec leurs blouses, plus ou moins propres, des blouses bien souvent pleines de couleurs claires, mais qui étaient parfois maculées de peinture et de taches. Ils étaient reconnaissables dans les galeries, hein. On était nombreux, jeunes, moins jeunes, et il y avait beaucoup d'animation, car il y avait quand même un maximum d'élèves à l'époque. Il y avait aussi le petit lycée, j'imagine. Je ne sais même pas si le jardin d'enfants ne fonctionnait pas également dans l'enceinte. Et puis il y avait que des garçons. Donc, la semaine type, en fin de compte, commençait le lundi. Vous aviez des cours à partir de quelle heure le matin et ça se terminait à quelle heure? Bon, je crois que c'était 8 h ou 9 h, mais c'était relativement de bonne heure, hein, il me semble. Enfin, je n'en ai pas un souvenir très précis, mais les journées étaient assez équilibrées entre le matin et l'après-midi, bien sûr, avec quelques petits trous de-ci de-là, puisque ça c'est les surprises un peu des emplois du temps, hein. Quoi vous dire? Vous aviez des cours d'histoire, de géographie, enfin les matières qui étaient enseignées? Ah oui, les mathématiques, le français. Au premier trimestre, on faisait encore des dictées d'ailleurs, je crois, assez peu, mais enfin. En sixième. On en faisait en sixième, hein, c'est ça. Parce que par la suite, en fait, ça s'arrêtait. Enfin, est-ce que vous avez vu une modification
justement au cours de votre scolarité. En termes d'emploi du temps, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait par exemple une journée qui était au départ une journée fermée pour les élèves de 6e et puis d'un seul coup est devenue une journée durant laquelle vous avez dû travailler? En fait, je me rappelle plus très bien, parce qu'après, moi, c'est vrai qu'en 5e, j'étais au lycée Descartes à Tours. Par conséquent, j'étais à Tours, mais enfin, je n'étais pas trop dépaysé. Il y avait également, comme moi, des élèves qui venaient de lycées parisiens et des professeurs également qui venaient de lycées parisiens. Il y avait quand même un certain nombre de personnels, si vous voulez, adultes ou élèves, qui s'étaient retrouvés pour cette année scolaire en province et en particulier à Tours. Alors, pour vous, en fait, quels sont les événements qui vous ont marqué dans votre vie scolaire? Moi, écoutez, j'ai le souvenir quand même d'un repas qui avait lieu traditionnellement. Je ne sais pas si la tradition continue à être respectée. C'était le repas de la Saint-Charlemagne, auquel étaient conviés les bons élèves. J'ai au moins toujours eu le tableau d'honneur, très souvent les encouragements, beaucoup plus rarement les félicitations. Enfin, je me rappelle du repas de la Saint-Charlemagne au lycée. Et puis, il y avait quand même quelque chose aussi de marquant, c'était la distribution solennelle des prix qui avait lieu en fin d'année, et c'est la seule que j'ai vue célébrer dans le gymnase, avec le professeur qui était chargé, le professeur de lettres, c'était en fait le dernier arrivé, je crois, ça lui revenait, et qui faisait l'intervention, et il avait la robe. Et ça avait quelque chose d'assez solennel. Ce que j'ai vu après, quand j'ai fait des études de droit, bien sûr à la faculté de droit, mais ce sont des traditions qui sont restées aussi en province. Par exemple, quand mon fils a soutenu sa thèse de chirurgie à la Timone à Marseille, il était en robe, et les profs aussi. Et c'est resté à Marseille, et ça n'existe plus à Paris. Enfin ça, vous voyez, il y a ce décorum, il a disparu immédiatement avec la survenance de la guerre. La distribution des prix avait lieu dans la salle des fêtes, la petite salle des fêtes qui était proche de l'administration, et puis c'était en petit comité. À quoi vous fait penser le lycée Lacanal? Le lycée Lacanal me fait penser quand même à une institution remarquable. C'est un lycée typiquement Jules Ferry, ouvert sur la ville. C'était d'ailleurs l'intention de l'architecte, c'était que ce lycée devait ouvrir sur la ville et sur le parc, puisqu'il bénéficie d'un démembrement du parc de Sceaux, et heureusement les magnifiques arbres qui ont été vantés par certains professeurs qui ont été appelés justement à intervenir bien avant-guerre lors des distributions des prix, et ces arbres, ils en ont parlé en termes vraiment très bien choisis. Et ce lycée, c'était quand même un lycée donc considéré comme de plein air, à l'égal du lycée Hoche de Versailles, et de Sylvain aussi.
on n'avait pas l'impression d'être confiné, on bénéficiait quand même aux récréations, lors des séances d'éducation physique, des jeux sportifs, on bénéficiait précisément de cette situation exceptionnelle, cette situation d'un espace arboré, agréable, avec sa verdure. Et puis, on bénéficiait quand même de cours faits par des professeurs quand même qui étaient chevronnés, et c'était un établissement qui avait quand même pas mal de réputation, à juste titre d'ailleurs. Aussi bien comme pour les externes que pour les internes, et peut-être davantage encore pour les internes, puisque venaient à l'époque, avant-guerre, c'était une notoriété publique, des élèves d'un peu partout, d'Europe, de Russie, et même, oui, des élèves de plusieurs nations européennes. Vous avez été, vous, demi-pensionnaire, pensionnaire? Non, j'ai toujours été externe. Externe. Donc vous aviez la chance de rentrer tous les midis Exactement, oui. Alors en 6e, j'utilisais les bus sur la route d'Orléans. C'était déjà des bus à moteur enfoncé, évidemment avec comment dire, avec un arrière ouvert, une plateforme ouverte, avec les receveurs qui avaient un petit appareil là sur le ventre, hein. et je bénéficiais d'un abonnement annuel, quoi. Alors je pense que c'était un ticket qu'on achetait chaque mois, voilà, pour le mois, mais c'était dans le cadre d'un abonnement annuel. Il vous fallait combien de temps à peu près pour... Il y avait pas mal de circulation, mais enfin ça se faisait bien, et c'était l'histoire de 10 minutes, une dizaine de minutes, hein, et guère plus. Hein. Alors je descendais au Petit Chambord, et je le prenais à la Croix d'Arcueil. La Croix d'Arcueil, c'est un des sommets, en quelque sorte, des points les plus élevés d'Arcueil. Il y a 80 mètres à la Croix d'Arcueil, c'est le haut du coteau de la Bièvre. Et en face, de l'autre côté, sur Villejuif, c'est à peu près 100-110 mètres. Pour la petite histoire. Mais avant-guerre, j'avais connu je ne l'ai jamais pris, mais justement, je montais la rue Berthollet qui monte à la Croix d'Arcueil, et alors là, en dessous passe la voie ferrée, actuellement c'est le RER, mais j'ai connu le train du temps où le train était à vapeur, jusqu'en 1937. En 1937, alors, la ligne a été électrifiée, et on a connu les trains avec des wagons verts, et qu'utilisaient pas mal d'élèves, y compris des pensionnaires, hein, qui arrivaient de plus loin et qui prenaient leur train soit à Luxembourg, soit dans Farochereau. Les élèves arrivaient de loin, justement? Il y en avait qui arrivaient de plus loin, oui. C'est vrai. Certains prenaient un train après pour se rendre chez eux, même si c'était dans la région parisienne. Hein. Et il y avait quand même toute une population parmi les internes surtout, et qui était de la région parisienne ou de régions quand même plus éloignées, et qui en fin de semaine rentraient quand même chez eux. Hein. Il y avait quoi comme proportion de pensionnaires ou d'externes?
Je ne sais pas, je me souviens pas très bien, mais je pense qu'il pouvait y avoir 50% d'internes et de demi-pensionnaires peut-être, mais je ne vous garantis pas le pourcentage. Et puis ça a été un peu fugitif, hein, parce que pour moi, ça a été cette situation, je l'ai retrouvée qu'en sixième. Quand je suis revenu en quatrième, il n'y avait plus d'internat. Hein. Il n'y avait plus d'internat pour la bonne raison que les Allemands étaient présents à Sceaux. Ils étaient tellement présents qu'ils occupaient entièrement le lycée Marie Curie, c'était la lutte voie-feu, et ils occupaient en partie le lycée La Canale. Et le lycée La Canale accueillait les enfants de Marie Curie dans la troisième cour. Deux cours restant réservés aux garçons. Comment étaient réparties justement les infrastructures alors, en dehors de la période de guerre? Est-ce que vous aviez une délimitation par classe d'âge, par niveau de scolarisation? Je pense que non. On utilisait... Les classes étaient... C'était la première et la deuxième cour, en particulier quand même. Je crois que les plus grands et les classes supérieures, c'était davantage sur la troisième cour d'ailleurs. Hein. Et ils occupaient les étages aussi, puisque c'était l'internat. Et alors dans les étages, vraiment, on accédait aux étages que pour aller en cours de dessin. Alors je pense que vous avez connu l'amphi qui était dans les hauts. Hein. Je me rappelle, ça c'est des souvenirs plus récents avec M. Lavoué. C'était un peu pesant. C'était la dernière heure de la semaine, c'était jusqu'à midi et demi, le samedi, c'était lourd. C'était lourd, oui, il y avait une belle lumière. Enfin, alors on faisait... on restait longtemps sur la représentation de tel ou tel dormant, de tel ou tel statue. Et il y avait quand même une certaine lassitude, surtout que pendant la guerre, c'est sûr qu'on n'était pas trop bien nourris. C'était l'époque où il y avait des distributions de biscuits caséinés et de petites pilules vitaminées, roses, là. C'était un peu dur en fin de semaine. Quelle matière avez-vous étudié au lycée ou au collège? Vous souvenez de matière en particulier? Moi, au lycée, moi j'ai toujours été particulièrement féru de connaissances en géographie, en histoire, par exemple. C'est peut-être l'une des matières où j'ai le mieux réussi parce que c'était les matières qui m'intéressaient peut-être le plus. En français aussi, je n'étais pas allergique aux mathématiques puisque j'ai fait un bac philo-sciences, c'était philosophie-sciences. Donc il y avait pas mal de sciences naturelles, il y avait quand même la géométrie, il y avait l'algèbre, la géométrie, la trigonométrie, la trigonométrie bien sûr, mais enfin la cosmologie je veux dire en plus, qui était étudiée avec le programme de mathématiques. Je me rappelle, c'était en première, il y avait Fournet, M. Fournet. On l'appelait, c'était son surnom, on l'appelait révérencieusement comme la Lune. Et je me rappelle, avec lui, avoir fait un exposé sur la Lune. C'était une anecdote, mais enfin, il était très content. Enfin, je n'avais pas planché particulièrement en maths, j'avais choisi davantage de m'exprimer sur les astres, en quelque sorte. Autrement,
pendant la guerre, à partir de la 4e, évidemment, il y avait beaucoup moins d'élèves, puisqu'il n'y avait pas d'internat. Il y avait aussi même des professeurs remplaçants. Je me souviens qu'en 4e en français, j'avais eu comme professeur au premier trimestre qui s'appelait Alvin. Il avait été rappelé, il était retraité, il avait été rappelé parce qu'en attendant le retour de M. Tellier, qui a été par la suite maire pour la Reine, qui était encore prof de français latin, et qui était revenu, qui a été rapatrié comme prisonnier de guerre, sanitaire, il a été rapatrié sanitaire. Alors pendant la guerre, on n'a pas retrouvé évidemment les mêmes professeurs qu'on avait pu connaître avant la guerre. M. Baudouin n'est pas réapparu, je ne sais pas s'il n'avait pas, il a eu certainement mal à partir avec les occupants, je ne sais pas s'il n'a pas été interné pendant un moment. Enfin, comme on a eu quand même d'excellents professeurs, comme Campan, dont vous avez entendu parler, bien sûr, qui était en fin de carrière inspecteur général. On a eu un professeur un professeur de sciences naturelles comme Messer, qui était sympathique. Alors, quelle était la durée de vos cours? Est-ce qu'il y avait une durée déterminée ou c'était une durée un peu... C'était 1 heure ou c'était 2 heures, ça dépend, en français latin, et il nous arrivait d'avoir 1 heure de français et puis 1 heure, une heure de latin. Et vos jours de congé? Vous aviez beaucoup de jours de congé? Comment cela se passait-il? Les jours de congé, c'était les vacances traditionnelles. Il n'y avait pas de petites vacances à répétition comme maintenant. Hein. Je ne pense pas qu'il y avait de vacances au mois de février, notamment. Il y avait des vacances à Pâques. Il y avait les vacances de Noël, c'était plutôt 10 jours ou 12 jours, pas 15 jours. Par contre, alors, les grandes vacances, c'était au moins 3 mois. Hein. Alors, on ne rentrait pas avant le 1er octobre. Je me rappelle, en 6e, c'était le 1er octobre. Comment avez-vous ressenti le rythme scolaire? Est-ce que pour vous c'était contraignant, stressant ou au contraire Non, c'était... Moi, je n'ai pas trouvé beaucoup de différence avec le rythme de l'école primaire, hein, sauf que, bien entendu, dès la 6e, on avait un professeur par matière, encore que en 5e, au lycée Descartes, le professeur de français faisait l'histoire-géographie, le page, je crois. Le professeur de latin faisait seul le latin, je ne sais pas s'il faisait, c'était un Parisien, d'ailleurs, je me rappelle. Enfin, vous n'avez pas trouvé le rythme scolaire trop lourd? Non, non, on était bien habitué, bien rodé, on était assez... Ça marchait tout seul. Hein, Votre jour de congé, c'était le mercredi ou le jeudi? Je crois que c'était le jeudi, mais enfin, non, on ne bénéficie pas d'une journée entière. Hein. Même si c'était le jeudi, on avait des cours au moins le matin. Ainsi que le samedi matin. On avait un emploi du temps considéré comme normal. Et vous aviez beaucoup de travail à faire à la maison ou c'était essentiellement au lycée que vous passiez votre temps d'études? Moi, je travaillais pas mal à la maison quand même. J'avais eu un peu de difficulté pour démarrer en latin, en 6e. En 5e, j'avais rattrapé. La 5e que j'avais passée à Tours avait été bénéfique.
j'étais chez mon oncle maternel. J'avais un cousin qui avait 1 an et demi de plus que moi, qui était non pas au lycée, mais à l'école supérieure à l'époque. Alors l'école supérieure, c'était l'école supérieure Paul Courrier, qui était près de la cathédrale. Et là, on n'y faisait pas de latin, on faisait des travaux pratiques, je crois, sur le bois ou sur le fer, mais c'était un cursus qui amenait au brevet supérieur, et je crois que c'était bien l'équivalent du bac au fond. Et alors il y avait une espèce d'émulation, non pas parce qu'il était évidemment un peu plus âgé que moi, mais enfin, qui avait été bénéfique à son contact notamment. Si bien que là, je suis rentré, je suis revenu au lycée La Canale dès la 4e, bien sûr, à l'issue de la période de la drôle de guerre, puisque au fond, jusqu'au mois de mai 40, il n'y avait pas eu beaucoup de combats, sur le terrain entre les armées sur le front. Et bien, jusque-là, il n'y avait pas eu beaucoup d'effervescence. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de l'Europe. Est-ce que l'Europe vous était présentée en classe sous une forme différente d'aujourd'hui? Est-ce qu'on parlait des bords de l'Europe? Bon, on parlait de l'Europe de ce moment-là. Il est sûr que à la distribution des prix de 1938, le proviseur qui s'appelait Guillon n'avait pas fait l'impasse sur les nuages noirs qui s'amoncelaient, puisque à ce moment-là, c'était les accords de Munich avaient été signés en 1938. Autrement dit, les Alliés avaient abdiqué devant Hitler. Déjà, l'Europe issue de la guerre de 14, volé en éclats avec la disparition déjà de la Tchécoslovaquie, le problème des Sudètes, avec la Pologne qui était menacée, avec tout ce qu'on a vu par la suite, les coups de force de Hitler sur l'Europe centrale. Alors l'Europe était à nouveau tout à fait en devenir, et on était dans l'expectative de savoir comment le conflit qui a éclaté se terminerait. On a vu avec les défaites françaises, puis l'occupation qui pesait quand même beaucoup en France, notamment, tout était à revoir. Comment ça se passait durant l'occupation? Est-ce qu'on parlait de quelque chose en particulier pour justement les liens avec l'Allemagne ou... C'est-à-dire que pendant l'occupation, notamment au lycée La Canale, l'administration du lycée était désireuse d'éviter tout incident avec les Allemands. Il y avait quand même quelques menus accrochages parfois. Je sais bien que c'était avant tout un hôpital, enfin quand même. Ils étaient très présents dans certaines cours. Parfois, on voyait une porte ouverte, ils occupaient certaines des salles dans les cours, qui étaient pleines de victuailles. Alors, c'est sûr que ce n'était pas très confortable. Mais enfin, il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'incident majeur.
Oui, parce que c'était pas vraiment, c'était des unités sanitaires, enfin, quand même. Peut-être qu'il y avait des gens là, qui avaient peut-être l'esprit plus large que la soldatesque qu'on pouvait voir ailleurs, hein, et notamment qui s'est exprimé à travers les SS, etc., notamment en 1944 et pendant la guerre. Et puis en province, il y a eu une résistance quand même qui était plus présente, hein, encore que... Enfin, à Sceaux, il n'y a pas eu vraiment, à ma connaissance, de faits marquants pendant la guerre. Chacun faisait quand même attention à ne pas provoquer l'occupant. Comment étaient organisés vos temps libres? Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à faire des devoirs scolaires ou vous aviez des activités annexes comme la piscine, le football? Bon, les activités que j'avais, moi je les avais au lycée, quoi. Normalement, bon, je jouais au football souvent d'ailleurs, sur le terrain normal, quoi, le terrain de foot. Ou alors on jouait au hand. Par exemple, j'avais eu comme professeur de gymnastique un nommé Chaput, et qui justement nous a appris les règles du hand qui étaient introduites à l'époque. Et on jouait dans un ancien court de tennis qui n'était pas utilisé, on jouait là-dedans. Du hand. Il tenait d'ailleurs la rubrique du hand sur c'était l'autre journal, je crois, qui était le journal avant l'équipe. Et ce dénommé Chaput, d'ailleurs, par la suite, a été journaliste et il a présenté longtemps le journal télévisé à Radio Luxembourg. Je ne sais pas s'il est encore en vie, mais il n'aurait pas loin de 80 ans actuellement. Et en dehors de la vie scolaire, vous aviez des activités aussi? C'est-à-dire des activités, on faisait attention, au fond, on était assez protégés par les parents et même au lycée, hein, nous avions, à un moment donné, je crois que c'était en troisième ou en seconde, on avait un camarade qui s'appelait Chassagne, son père était inspecteur de police, donc il travaillait en partie avec les Allemands, et les Allemands avaient fait courir le bruit un jour et qu'il y aurait des frites au Hall. Alors il nous avait bien recommandé, surtout n'allez pas au Hall parce qu'il y aura une rafle à la clé. Parce qu'il y avait des rafles de jeunes à l'époque. Donc on évitait d'aller à Paris, on évitait de sortir. Autrement dit, les sorties, c'était plutôt des sorties en famille, en plein air, en fin de semaine, en banlieue. Moi, je sais que moi j'avais la chance d'être dans un endroit aéré à Arcueil, donc c'était un petit morceau du parc La Canale, si vous voulez, où j'étais. Mais on faisait attention précisément à ce que les jeunes ne soient pas, n'aient pas d'ennuis graves à Paris, car c'était dangereux. Et c'était dangereux aussi quand nous passions la ligne de démarcation. Moi je sais que, étant donné qu'on n'était pas très bien nourris, on était content quand on pouvait aller dans la famille. Moi j'avais de la famille en Auvergne par exemple, j'y allais pendant les vacances. Hein. Alors la première année j'étais parti avec un convoi de la Croix-Rouge, hein. C'était sécurisé, mais par la suite je passais tout seul, et un jour à Moulins j'étais quand même, j'étais un peu inquiet parce que j'avais une carte d'identité, j'avais grandi, donc j'avais pas la même tête, et puis le sous-officier qui parlait bien français, qui avait ma carte d'identité,
remarqué, pas au Motessi. Alors il a fallu que je monte une autre carte, c'est une carte de jeunesse musicale de France, où j'avais une photographie plus récente. Il m'a laissé passer. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? J'avais 16 ou 17 ans, sans doute. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez tous toujours une grand-mère. Et j'avais une grand-mère, effectivement. J'allais chez ma grand-mère, chez une tante, en Basse-Auvergne. Et parce qu'ils avaient peur qu'on rejoigne les maquis à l'époque. Alors je suis passé, mais enfin il y avait un risque. Parfois, il suffisait de tomber sur des militaires allemands un peu abrutis, trop zélés, qui gardaient les jeunes, et on risquait de se retrouver dans un camp, et au besoin, on pouvait être déporté en Allemagne. C'était le risque. Donc, pendant la guerre, c'est sûr, et même là-bas, en Auvergne, j'étais également, il nous arrivait d'aller à vélo avec le cousin avec lequel j'étais à Tours, mais on se retrouvait en Auvergne là-bas et on allait dans des localités voisines, et il y avait des maquisards avec des voitures, avec un drapeau sur leur moteur, qui ne se cachaient pas parfois. Il y avait des incursions d'Allemands, et ma tante maternelle veillait quand même à ce qu'on ne soit pas pris dans un engrenage aussi, dans des accrochages, avec nous aussi, à un moment donné. Et c'était un risque qui n'était pas du tout mineur. Alors, une petite pause, je vous propose. Hop, voilà. Vous voulez boire quelque chose? Parce que vous parlez beaucoup, donc... Oh, un peu d'eau, si vous voulez. Sinon, je peux vous donner un fruit. Ouais, j'ai fruit, si vous voulez. Non, comme je vous disais, mes souvenirs ne sont pas tellement riches parce que par force, pendant la guerre, on était obligé de rester, comment dire, de rester un peu sur place, et puis d'être attentif à n'être pas pris comme cible à un moment donné, car c'était quand même assez lourd. C'était dangereux, oui. C'était quand même assez dangereux. Moi, je n'ai rien vu de particulier à Sceaux, pas davantage d'ailleurs à Arcueil. À Arcueil, c'était bien calme. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier la période que vous avez vécue. Ah oui. Avec la période de l'occupation. Si bien que en sixième, moi je me rappelle d'un lycée qui était très vivant, avec toutes les générations au fond qui étaient présentes. Ouais. Et puis surtout avec les grands qui apportaient beaucoup de couleurs dans les couloirs, et puis j'imagine dans les réfectoires. Mais les réfectoires, je les ai pas fréquentés. Oui. J'ai toujours été externe. Vous avez eu la chance de pouvoir rentrer. Ah oui. C'était. Je vous le donne peut-être, vous pouvez voir directement. Voilà. Vous voulez manger quelque chose avec? Non, c'est bien. C'est gentil. Non, il est sucré ou salé, hein, si vous... Non, c'est bien. Mais c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est de voir l'influence de l'histoire sur les élèves. Parce que là, en fin de compte, vous vous rendez compte que vous ne parlez pas tellement des matières scientifiques, notamment. Parce que c'était pas la mode de sortir le scientifique. Alors que moi, ce qui m'a marqué vraiment pendant ma scolarité, ça a vraiment été l'électricité.
par contre, le latin, ben, il a abandonné en première parce que ben, le professeur était malade et puis bon, les élèves ne les intéressaient pas. Il y a ça aussi. Et il a abandonné, mais tous ont abandonné. Tandis que nous, quand même, le latin, on l'a gardé jusqu'en première. Moi j'ai fait jusqu'à la terminale, mais bon. Après coup, je pense que. C'est pas inutile quand même, le latin, je pense. Voilà. Mais Ça apprend à avoir de l'ordre, avoir. oui, mais vous voyez, enfin après coup, je trouve que le temps passé à faire du latin, aurait pu être utilisé de manière préférable par rapport aux langues vivantes. Parce que quand je suis sorti du lycée, les langues vivantes n'étaient pas suffisamment bien parlées. Et bon, dans la vie professionnelle. Moi j'ai gardé mon anglais, mais comme je suis jamais allé, par exemple, si je suis allé en Angleterre pour apprendre, pour connaître Londres, quoi, un peu, mais c'est tout. Je parlais un peu quand même, hein, je parlais au bar, mais très peu. Alors, je peux pas soutenir une conversation, mais le vocabulaire est quand même resté. Mais c'est, oui, je pense que ce qui caractérise maintenant peut-être les programmes scolaires par rapport à avant, peut-être le renforcement sur les langues vivantes et l'oubli des langues mortes comme le latin et le grec. Moi, je ne m'étais pas lancé dans plusieurs langues vivantes. J'ai fait, à part le latin, j'ai fait l'anglais. Alors, j'ai eu certaines années de pas résultat anglais, langue bon, d'autres années. C'était pas une matière prioritaire. C'était pas. Moi, j'ai aimé le philo, j'avais eu le premier prix en philo. Ah, J'étais avec Vivier, qui était un excellent prof, qui avait, c'était son cours, il suffisait à lui-même avec ça. Je vais me poser des questions par rapport à ça d'ailleurs après. Mais le principe même de. Enfin, je pense qu'on est influencé par le niveau du professeur. C'est-à-dire que oui. Si le professeur est bon, vous allez aimer la matière. Oh, regardez le moderne mathématique, j'ai eu M. Fournet, je parlais tout à l'heure, qui était un brave homme. Hein. Mais j'ai aussi Franceschini. Alors Franceschini, et bien je vous explique. Alors le tableau, un tas d'arabesques, ah, vous avez compris. Alors, bon, il reprenait de la même manière. Alors il avait son bouquin, il avait un bouquin, alors on se débrouillait un peu avec son bouquin. Il y a un bouquin qu'on avait acheté, bien sûr, mais enfin, il était un peu trop fort pour nous. Pour les élèves, il n'était pas scolaire. Il avait fait, il donnait des cours à l'école supérieure de marine. Ah oui, donc c'était le programme. Mais vous êtes toujours resté dans la région alors? Ah, je suis resté à Arcueil. Ah, c'est amusant ça. Vous faites partie des gens qui. Oui. Ah, évidemment, la maison où j'ai habité avec mes parents n'existe plus, mais enfin, je suis marié en 1953, je suis resté, on est resté. Donc vous avez vu l'évolution de la région et... Oui, bah, par ici ça n'a pas beaucoup changé. Il y a évidemment c'est ce genre de complexe, mais sur ce aussi, il y a un genre de complexe, mais enfin on retrouve quand même, moi je retrouve quand même les maisons traditionnelles, la maison Hennebique là, face au lycée, où il y avait ces champions de moto, père et fils. Il y avait un magasin qui était à Montrouge, ils vendaient des motos et ils fournissaient d'ailleurs la gendarmerie à l'époque. Ça commence par un même, il me semble leur nom, ils sont collés. C'était un nom comme ça.
ils faisaient partie des marchés varieux, genre. À l'époque, j'imagine que beaucoup devaient... Remarquez, même ceux qui n'étaient pas bien riches, hein, ils étaient obligés d'acheter, moi je sais, même mes parents achetaient quand même du sucre, achetaient des cartes d'alimentation, ça s'achetait. Il y en avait qui étaient mal imitées, qui étaient moches. Ah non, mais ça, c'était tout. Et puis on recevait alors des colis, mais les colis jusqu'en 1942, ça passait pas la ligne de démarcation. D'ailleurs, attendez, la ligne de démarcation, elle n'existait pas. C'est du jour où elle existait que les colis ont passé. Alors, évidemment, parfois il y a des colis qui se perdaient, mais enfin, en principe, ça passait quand même. En fait, c'était vraiment... Sur les marchés, c'était spectaculaire. On a même vendu des racines de rhubarbe sur le marché. Et la racine de rhubarbe, elle est toxique. Ils se sont retrouvés à l'hôpital. On reprend? Oui. Si, je vais vous remettre le micro. Un peu plus facile. Voilà. Ça vous va comme mode de... Je vous laisse parler, hein, de toute manière. Je n'interviens pas, quand vous avez des idées, je vous laisse... Comme je vois qu'en plus vous êtes très volubile, j'en profite, parce que vous avez pas mal d'expériences qui vous reviennent quand même, je trouve. Bon, c'est le contexte aussi, hein. Il faut quand même un peu voir un petit peu l'environnement, parce que l'environnement au sens large, hein. Seulement, bah oui, c'est les événements, c'est aussi les communications. À partir de quel âge avez-vous su ce que vous vouliez faire comme profession? Est-ce que le lycée vous a aidé? À vrai dire, pas du tout, hein. C'était assez fortuite. J'ai fait du droit, sorti du lycée. Et puis je suis rentré assez rapidement d'ailleurs au ministère des Finances. Je suis rentré au service juridique et de l'agent judiciaire, donc j'ai fait du droit pour le compte de l'État, droit de la responsabilité de l'État, également le droit le droit en matière de poursuite, évidemment, les voies d'exécution, etc. J'ai eu une expérience riche, évidemment, qui a valorisé la licence que j'ai passée, hein. Mais je suis resté d'ailleurs au ministère des Finances, et en fin de carrière, j'aurais pu passer dans la magistrature, j'ai préféré devenir trésorier, quoi. J'ai terminé comme trésorier, mais il est sûr que ces connaissances que j'ai eues en droit, quand même, ça constitue une riche expérience, et ça va avec un fond de culture générale quand même qui est quand même assez substantiel, quoi. Alors je n'ai pas cherché ailleurs, car j'étais passionné par ce que j'ai fait, et j'ai travaillé essentiellement sur dossier, certes, pendant plus de 30 ans, hein, mais j'ai été passionné par ce que j'ai fait. Est-ce qu'on vous aidait justement à définir votre carrière après le baccalauréat? Est-ce que les élèves savaient ce qu'ils voulaient faire?
certains, oui, certains voulaient faire médecine, et ils ont fait, ils sont devenus médecins. Certains autres dentistes, notamment, hein, comme dans les professions libérales. Un autre, je me rappelle, nommé Lallier, il voulait être ingénieur du son. Il a peut-être été ingénieur du son, je ne sais pas s'il n'y avait pas, je n'ai pas vu d'ailleurs, à l'occasion d'émissions télévisées, son nom. Et vous aviez un conseiller qui vous orientait ou c'était les professeurs? Il n'y avait aucun conseiller, non, chacun avait ses relations, j'imagine, puis c'était assez fortuit. Si, j'ai rencontré quelques camarades à l'époque, mais qui ont varié, hein. Certains s'étaient fait inscrire au droit, et puis après ils ont fait dentiste dans la dentisterie. Non, mais enfin, j'ai pas l'impression que il y avait, sauf quelques-uns qui ont suivi la trace, j'imagine, de leur propre père ou d'un parent ou d'un ami proche. J'ai l'impression que c'était en fonction par exemple, l'engouement qu'il y avait pour telle ou telle branche, s'il y avait trop, si certains étaient découragés par l'affluence, en quelque sorte, en se disant, bah, et puis alors, bon, j'ai changé après, mais d'une manière assez fortuite, influencé peut-être par un camarade ou par un ami ou par la famille. Mais c'était de tradition que les lycéens, après le baccalauréat, poursuivent leurs études ou certains s'arrêtaient en disant j'ai le baccalauréat, ça y est? Je crois qu'au lycée La Canale, quand même, je pense que beaucoup ont continué, hein. Ou alors ils sont entrés dans la vie active, mais dans le commerce, hein. Alors on peut entrer dans une grande boîte, je sais pas, le Sieur ou d'autres boîtes comme ça, et puis on fait carrière. Par exemple, j'avais un camarade qui s'appelait le Blanc. Le Blanc, pour la reine, il est connu, et peut-être PDG aujourd'hui, je ne sais pas si s'il est PDG de la société des eaux de Volvic, mais enfin, la boîte existe, alors peut-être qu'elle a appris plusieurs cordes à son arc, hein. Ils sont peut-être diversifiés. Enfin, c'est très variable, hein. D'autres sont devenus vétérinaires, peut-être. Dans ma classe, moi, dans la filière que j'ai suivie, en C philo-sciences, on n'était pas nombreux. En seconde et première, on était 23 élèves. Et on pouvait bien travailler quand même. Non, parce que ça compte aussi. Peut-être qu'il il manquait peut-être un peu d'émulation, mais enfin on arrivait quand même à avoir un bon niveau parce que bon, on était quand même soucieux quand même d'arriver quand même à un résultat, hein, d'arriver dans de bonnes conditions au bac, de réussir le bac et puis d'acquérir quand même des connaissances, hein. Et après, ma foi, c'était un peu un problème de circonstances et de débrouillardise aussi pour certains, et de connaissances aussi, hein. Celui qui était assuré d'entrer dans la maison familiale, mais pour autant, il ne se dispensait pas de faire des études supérieures, hein. Il y en
en a qui étaient de Port-Mathieu, qui ont suivi la filière, hein, qui sont devenus ingénieurs. Hein. Alors, dans votre scolarité, vous avez rencontré un certain nombre de professeurs. Est-ce que vous en avez qui vous ont marqué de manière plus profonde que d'autres et qui vous ont conduit à prendre des actions particulières? C'est-à-dire qu'on a apprécié, oui, certains professeurs. Je songe par exemple à M. Thieulier que j'avais eu en 4e, qui était un excellent professeur en français latin, c'est sûr. Je citerai M. Vivier en philosophie, hein, car de la vie de tous, c'était un excellent, d'exceller dans sa matière. Alors, à part cela, l'équipe de professeurs dans son ensemble était quand même performante et on appréciait autant le professeur d'éducation physique, si vous voulez, que le professeur de philo, que le professeur de maths. Hein. C'était pas une même discipline, mais cela... L'ensemble des disciplines formait un tout et on négligeait aucune des matières. Pour moi, j'ai apprécié l'ensemble des cours qui étaient prodigués. Je ne peux pas dire que j'ai été particulièrement allergique dans telle ou telle matière, mais enfin, je préférais quand même les matières littéraires, mais je n'étais pas allergique aux maths pour autant, hein, encore moins en sciences naturelles. Par conséquent, c'était un tout qui nous était donné et que l'on recevait sans faire un véritable tri, quoi. C'est ce que je pense. Hein. Alors, d'un point de vue vie du lycée, apprentissage, que vous a appris la vie au lycée? Ah ben, la vie au lycée, quand même, c'est quand même une vie assez riche. On a déjà appris dans l'école primaire, mais enfin, on apprend encore davantage à tolérer l'esprit de tolérance et puis l'esprit de sociabilité, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est vrai que les relations qu'on avait étaient tout de même assez riches, même si on n'était pas pour autant exubérant, mais enfin, on appréciait quand même la camaraderie qui nous liait. Hein. Aussi bien les élèves avec lesquels on était ensemble dans tous les cours, que ceux qui étaient donnés en partie. Parce que je pense aux langues vivantes, il y avait quand même des regroupements nécessaires pour l'anglais, pour l'allemand, pour l'espagnol, enfin, pour les langues vivantes. C'est vrai qu'il manquait un laboratoire de langue et dont dispose maintenant peut-être le lycée La Canale, j'espère. Hein. Je sais que quand je n'en ai pas bénéficié à l'époque, mais j'aurais pu, quand j'étais au ministère et que je me suis retrouvé quai Branly notamment, il y avait sur place des laboratoires de langue auxquels on pouvait accéder, si l'on voulait. Pour ceux qui étaient vraiment intéressés pour parfaire une langue vivante. Malgré tout, pour les langues vivantes, on a appris quand même un vocabulaire. Je ne sais pas si
En ce qui me concerne, je ne peux pas dire que j'ai acquis vraiment l'accent, mais on a eu quand même de très bons professeurs, et même il y avait un nommé Collins, qui était un très brave homme qu'on avait en terminale, et qui était un anglais. Je sais que les textes que j'ai présentés à l'oral, on les avait travaillés avec lui, et c'était très sympathique. Hein. Non, non, il y avait dans l'ensemble de très bons professeurs, et sur la scolarité, leur niveau, avec le recul, a été très bon, et nous avons bénéficié d'un bon enseignement, quoi, qui a fait que on a acquis, ma foi, des aptitudes qu'on doit avoir pour réfléchir, pour juger, pour se défendre dans la vie, et puis pour avoir des attitudes pondérées, des attitudes, disons, de sagesse, quoi. Des attitudes qui sont normales quand on est dans la vie active et dans la société en général. Alors, parmi les valeurs enseignées, lesquelles garderiez-vous, ou quelles sont les valeurs, en fin de compte, qui vous ont plus marqué justement les canals? Est-ce qu'il y avait un esprit d'entreprise, être humaniste? Oui, c'était ça, c'était surtout, oui, l'esprit. On apprenait ce que c'était vraiment que l'humanisme. Hein. Ça c'est vrai. Ce lycée, j'espère qu'il en reste quelque chose aujourd'hui. Hein. Un lycée qui formait des humanistes, c'est bien le mot qui va bien. Hein. Alors, derrière tout ça, est-ce que vous avez des histoires de potache à nous raconter? Est-ce qu'il y a une ou deux anecdotes durant votre scolarité qui vous revient à l'esprit? Oh, ben, oui, par exemple, en éducation physique, en 6e, je vais avoir M. Dumas. C'était un bon père de famille, d'origine bordelaise. Alors on se plaît à raconter certains mots qui le caractérisent. Il disait par exemple un ballon de rugby, c'est pas un pléonasme. Alors c'était assez curieux comme réflexion, quoi. Il y avait une certaine attitude, des fois il s'emportait. Alors oui, il m'était arrivé un jour d'être devant les buts, alors normalement j'aurais dû marquer le but au football. Il dit, espèce d'imbécile, alors j'avais raté. Alors lui tout de suite après, un petit moment après, il jouait avec mon équipe, il s'est retrouvé dans les mêmes conditions exactement. Il a raté tout pareillement. Hein. Et le ballon est passé très au-dessus, de la même manière que je l'avais envoyé. Bon, alors, ça c'est... vous n'avez jamais fait de plaisanterie, ou de potache, ou non, ça n'a pas été... vous étiez un élève plutôt oui, calme? c'est calme, oui, calme. J'étais connu comme un garçon assez calme. Une fois, d'ailleurs, je ne me rappelle plus dans quel... je sais pas, en 4e, peut-être en 6e même. Parce que un condisciple, là, je ne sais pas s'il s'appelait pas Morillo, je me rappelle. Et il pleurait, je ne sais pas s'il avait, il y avait quelqu'un qui l'avait sans doute maltraité,
Alors je vais pour le consoler, enfin je dis mais qu'est-ce qui t'arrive hein. Alors il m'envoie un coup de poing et comme j'avais des lunettes, une branche de lunettes, et bien sûr n'avait pas résisté, hein. C'était des lunettes en bakélite qui n'étaient pas aussi solides peut-être que celles que j'ai aujourd'hui, bien sûr. Eh bien. Alors, durant votre scolarité, le lycée n'était pas mixte. Comment avez-vous ressenti cela? Bah, écoutez, on ne se posait pas de questions. Déjà à l'école primaire, il y avait une école de garçons dans le groupe, je dis, une école de garçons qui était bien séparée de l'école des filles. À l'école Jules Ferry à Arcueil, c'était la partie ancienne de l'école, c'était une des plus vieilles écoles, puisque le premier bâtiment remonte aux années 1840-50. On avait une petite cour, il y avait un mur, et de l'autre côté du mur, d'ailleurs, il y avait une autre propriété, et au-delà, il y avait l'école des filles. L'école des filles qui était dans des bâtiments qui remontaient aux années 1930. Alors, il y avait une directrice de chaque côté, et puis pratiquement, il n'y avait pas d'osmose. Et de la même manière, à Sceaux, il y avait le lycée à la Canale d'un côté, il y avait le lycée Marie-Curie. Alors il n'y a que pendant la guerre, je veux dire, on a accueilli par force au lycée la Canale des filles, et qui occupaient la troisième cour, mais pratiquement il n'y avait pas non plus d'osmose entre les deux premières cours, si on peut dire. Enfin, dans des circonstances un peu pendant la guerre, un peu différentes, car il y avait la présence de l'occupant. Tout au moins dans les étages et dans certaines classes aussi, puisqu'ils avaient réquisitionné un certain nombre de classes. Alors, bien sûr, les C1, les régimes aborigènes connaissaient certaines filles, mais je ne pense pas, peut-être qu'il y avait des liens d'amitié qui se créaient, mais c'était pratiquement en dehors. Est-ce que vous alliez souvent dans les environs du lycée? Est-ce que vous étiez amené il y a eu autrefois, pendant la guerre et avant la guerre, il y a eu des hivers froids, y compris dans la région parisienne, quand les terrains de sport n'étaient pas praticables au lycée. Alors, il nous arrivait d'aller nous promener avec le professeur d'éducation physique. On faisait un grand tour au-delà de Sceaux, sur Châtenay-Malabry. On passait devant l'ancienne piscine, je me rappelle. On faisait un grand tour. Dans la campagne, car c'était quand même, c'était pas une vraie campagne, mais enfin, c'était quand même beaucoup plus campagne qu'à présent. Hein. Dans les environs, au-delà du parc de Sceaux. Voilà. Autrement, non, il n'y avait pas vraiment de rencontre entre les lycées. C'était pas comme même à l'époque d'Henri Didon. Henri Didon a dirigé comme prieur le collège d'Arcueil, et c'est lui qui est l'inventeur de la devise olympique, hein. Sisus, Actus, Fortius. C'était pourtant un collège de dominicains, mais c'était un très bon pédagogue, bien sûr, et surtout, il souffrait que l'équipe de son lycée rencontre
rencontre les équipes sportives, enfin de son collège, c'est un collège religieux, y compris les équipes sportives de grands lycées parisiens, notamment de la Canal. J'ai vu un petit journal de l'époque, dans les années assez avant la fin du XIXe siècle. Il y avait des rencontres de programmées entre le collège Albert le Grand et déjà le lycée Albert le Grand, Saint-Louis, mais le lycée La Canal, Vanves, lycée de Vanves. Je ne me rappelle pas de compétition, de telle compétition, plus ou moins pendant la guerre. C'était peut-être difficile à organiser aussi, parce que c'est toujours pareil, nous étions sous l'occupation. C'est pour ça que on n'a pas eu, on n'a pas eu une jeunesse très comment dire, très dorée, enfin tranquille, mais enfin on pouvait pas comment dire, envisager des rencontres joyeuses de toutes sortes, parce que c'était difficile. Il y avait quand même il y avait quand même à Paris, il y avait des films qui sortaient, de bons films. Il y avait aussi des pièces de théâtre. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas une activité artistique. Hein. Je me rappelle tel ou tel de nos condisciples parlait on avait repris Le Sujet de Satin, de Paul Claudel, des pièces de Paul Claudel, par exemple, qu'on pouvait découvrir à l'époque. Il y avait aussi, même avant la guerre, il y avait le Palais de Chaillot qui était ouvert déjà, et bien que l'acoustique soit mauvaise, on jouait quand même les femmes savantes, les pédeurs. Je me souviens de les avoir vus Palais de Chaillot, hein, ces pièces-là des 38. Ici, au lycée, on a sans doute joué Carmen, hein, on rejoue souvent, enfin, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de distractions véritables. Hein. Chacun restait un petit peu replié dans le milieu familial, ou alors sur place dans les différentes localités. Hein. En dehors de ces contacts, vous n'aviez pas de contact particulier avec les lycées? Il n'y avait pas de jumelage particulier avec des villes ou... Non. Alors, à part ça, bien sûr, on apprenait des auteurs, Voltaire, la Pléiade, c'était en seconde. Je me rappelle quelques vers. Je me rappelle de Joachim du Bellay, par exemple, qui, dans les regrets, lorsqu'il était à Rome, il se souvient de son petit Liré, dit-il. En fait, son petit Liré en Anjou, c'était le château de la Tumelière que j'ai découvert depuis, mais c'est des ruines importantes. Hein. Le château familial, c'était quelque chose de très important. Je me rappelle aussi comment dire, de certains, de Voltaire aussi, qui disait, qui écrivait, savez-vous pourquoi oui, savez-vous pourquoi, ah ben tenez, vous prénommez Jérémie, savez-vous pourquoi Jérémie a tant pleuré pendant sa vie?
c'est qu'en prophète, il prévoyait qu'un jour Lefranc le traduirait. Lefranc de Pompignan, qui était le président du Parlement, qui avait traduit, les grands textes bibliques. C'était vache, hein. Ça c'était Voltaire, une chose qui reste quand même. Enfin, moi je n'ai pas gardé de grandes tirades en souvenir, si vous voulez. Je les retrouve, je suis content de les retrouver, hein, dans les bouquins, j'ai pas mal de bouquins chez moi, mais enfin je les regarde maintenant en diagonale, quoi. Mais on est content de retrouver ces textes qu'on a appris, qui étaient devenus familiers, quoi, qui étaient des grands morceaux de la littérature. Ou alors Voltaire qui disait, l'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Ferrand. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creua. Jean Ferrand, c'était quand même quelqu'un qui comptait dans la littérature, mais Voltaire ne pouvait pas le blairer. Vous savez, un serpent qui l'a piqué, vous ne savez pas s'il est arrivé, mais c'est le serpent qui est tellement mauvais, Ferrand. Ah, ça c'était Voltaire. Hein. En tant que lycéen, étiez-vous informé d'une association des anciens élèves? En tant que lycéen, vous dites? Oui. À partir de quel moment avez-vous... Oh ben, j'avais été recruté presque tout de suite. J'avais rencontré deux camarades sur le quai du Luxembourg. Là, comment s'appelait-il? Il y en a un qui a disparu, l'autre je ne sais pas. Et j'avais adhéré. Alors, je n'ai pas fréquenté assidûment chaque année, mais il y a fort longtemps. Hein, j'ai dû adhérer vers les années 48 peut-être. Oui, c'est bien possible. Hein, peut-être en 47, 48. Et depuis, ma foi, je suis resté assez fidèle, quoi. Bien que mon fils n'ait pas pu rentrer à la Canale. Mon fils est allé à rue